Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce 20h. Voici les titres. Les investissements massifs se poursuivent en vue d'une meilleure couverture et un accès équitable à l'eau au Bénin. Le dernier acte en date est l'accord du gouvernement en vue de la contractualisation avec des structures pour la réalisation de travaux de forage d'exploitation à gros débit dans le septentrion. La surdité est-elle un frein à l'apprentissage des langues étrangères au Bénin? Vous allez le voir, la réponse est non. Des personnes handicapées auditives du Bénin arrivent à maîtriser l'anglais ou l'allemand au collège professionnel d'apprentissage des sourds-muets de Cotonou. Et puis on vous emmène dans ce journal à la découverte d'une mine d'or délaissée des Béninois au profit des populations nigérianes. C'est le périmètre piscicole d'Itasumba avec sa production de plus de 5 millions d'alevins par mois. Mais avant tout ceci, voyons cette nouvelle, une bonne nouvelle pour tous les habitués de voyage vers le Nigeria par voie terrestre, le calvaire de la route nationale inter-État numéro 1 reliant le Bénin au Nigeria par la commune d'Ifani est désormais du passé. Les travaux de bitumage sont achevés depuis quelques mois et le tronçon Ayita-Igolo, frontière Nigeria, se dresse comme un véritable joyau, un fleuron de l'économie locale et transfrontalière, comme nous le font constater Firmin Bassao et Calvador Arwano. L'une des routes les plus enviées du département du Plateau, c'est la route nationale inter-État numéro 1. Depuis que les travaux de construction de ce tronçon sont terminés, c'est un grand soulagement dans le rang des populations. Plusieurs fois, il y a eu des promesses de réalisation de cette voie. Certains même sont venus faire le lancement de la voie sans qu'un paquet de ciment ne soit déversé sur la voie. À l'avènement du gouvernement de la rupture, sans tambour ni trompette, c'est la voie qui est réalisée, cela fait le grand bonheur de la population. Il y a longtemps qu'on espérait cela. De rêve, aujourd'hui on est passé à une réalité où c'est tangible, c'est là, puis ça dessert toute la population. Les retombées de la nouvelle voie sont énormes et profitent aussi bien à la population qu'aux autorités communales. En réalité, c'est la première voie inter-État du Bénin. C'est celle qui relie Cotonou au Nigeria. Parce que lorsque nous on était petits, on a vu les traces du goudron cassé. Puisque ça avait été cassé en temps pour être repris au temps du gouvernement du général Mathieu Kérékou. Et lorsque les gens produisent les produits vivriers et de l'huile rouge et autres, pour écouler ça vers le Nigeria, ce n'est pas ici. Même l'OME à partir de Dangbo, Accra-Misrete et autres, c'est pas ici, ça passe. Et ça permet à la mairie de collecter des ressources propres. Ça a augmenté un peu la carrière de la commune. Au même moment qu'elle permet de désenclaver la commune, la nouvelle voie constitue également un vrai levier pour l'économie locale. Et c'est tout Ifani qui pousse un ouf de soulagement. Un soulagement et une joie déjà palpables, celle-ci ne va plus tarder à l'être aussi. Dans certaines localités du septentrion, l'eau arrive. Le gouvernement décide de la contractualisation avec des structures pour la réalisation de travaux de forage, d'exploitation à gros débit dans le Borgou, la Takora et la Donga. Alexandra Djotan fait la lumière dans cet élément sur cette décision prise en Conseil des ministres le 25 septembre dernier, suivant plus tôt. L'eau, c'est la vie. Les efforts déployés dans le cadre du programme d'action du gouvernement PAG1 ont permis de porter le taux de couverture en eau de 40 à 70% au Bénin. Le gouvernement travaille aujourd'hui à porter ces chiffres à 100% de couverture au plan national. C'est ce qui justifie l'accord du Conseil des ministres en vue de la contractualisation avec des structures pour la réalisation de 177 forages destinés à desservir 47 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages dans les départements du Borgou, de la Takora et de la Donga. Ils viennent renforcer les projets et programmes en cours pour le développement des infrastructures hydrauliques en vue d'atteindre l'accès universel à l'eau potable au Bénin, particulièrement en milieu rural. Dans ce cadre, de nombreux autres lots ont déjà été attribués par appel d'offres, cependant que ceux relatifs aux présents travaux ont été infructueux. C'est donc pour éviter que cette situation compromette l'atteinte des objectifs que le Conseil a autorisé la contractualisation avec divers cabinets et entreprises
aux fins de l'exécution diligente des marchés concernés dans un délai de 10 mois. C'est une bonne nouvelle pour les populations des départements concernés, à savoir le Borgo, la Takora et la Donga. Cela témoigne à quel point le gouvernement est sensible à leurs peines en matière d'accès à l'eau potable et agit pour que la concrétisation des projets ne traîne pas. En attendant, le département du Borgo est à l'honneur. La commune de Niki arrive en tête dans le classement des communes à bonne application des principes de bonne gouvernance. C'est le verdict de la 2e édition des prix du gouvernement ouvert local, un événement qui marque l'aboutissement de 4 années de travail intense et de collaboration fructueuse entre les cellules de participation citoyenne, les communes du Bénin et Social Watch Bénin, ceci dans le cadre du projet Initiative Commune Ouverte. À la cérémonie de remise de prix à Cotonou, Patrick Nimavo et Blaise Adangbo. Le prix Gouvernement ouvert local 2024 du projet Initiative Commune Ouverte revient à Niki, qui est vraiment la première commune. Les activités prévues dans notre plan d'action Gouvernement ouvert ont été à tour de rôle mises en œuvre avec les différents acteurs dans la commune. Le projet Initiative Commune Ouverte est lancé en octobre 2020. Il a pour objectif de renforcer l'application des principes de bonne gouvernance dans 22 communes du pays. Nous avons pu observer avec satisfaction l'engagement de chacune des 22 communes qui ont non seulement élaboré, mais aussi mis en œuvre leur plan d'action pour un gouvernement ouvert. Ces actions ont touché divers domaines tels que la transparence budgétaire, l'accès à l'information publique, la participation citoyenne et la promotion d'une gouvernance inclusive. Pour promouvoir la gouvernance locale au Bénin, le gouvernement des États-Unis a octroyé 400 millions de francs CFA à l'initiative commune ouverte par l'intermédiaire du Fonds régional africain pour la démocratie du département d'État. Cette cérémonie des prix du gouvernement ouvert local vient reconnaître les efforts fournis par les communes pour améliorer leur mode de gouvernance et les cellules de participation citoyenne pour la croissance des actions d'influence des politiques au niveau local. Ces distinctions ne sont pas seulement un signe de reconnaissance pour les efforts fournis, mais aussi un encouragement pour toutes les communes à poursuivre leur engagement vers une gouvernance plus ouverte et plus inclusive. Niki, premier des prix du gouvernement ouvert local, n'est peut-être pas une surprise. La commune était déjà en tête du classement de la bonne utilisation du FADEC. Une inclusion totale des personnes en situation de handicap au Bénin. Ce rêve est-il possible dans la politique nationale de l'emploi PNE 2020-2025? La promotion de ces personnes dans les entreprises occupe une place prépondérante, mais visiblement cela ne suffit pas pour faire concrétiser ce rêve. La direction départementale littorale du ministère des Affaires sociales et de la microfinance lance alors un plaidoyer à l'endroit du secteur privé pour l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap du littoral. Esther Mensiga, Jean Obima. L'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap, les autorités béninoises s'en préoccupent toujours. Le gouvernement du président Patrice Talon s'investit à mettre en place au quotidien des politiques et stratégies pour favoriser l'intégration des personnes handicapées. À travers la loi, déjà en 2017, portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au Bénin, qui sont suivis de l'adoption de différents décrets. Nous avons intérêt à travailler ensemble pour créer un environnement inclusif où les talents et les compétences de chacun sont valorisés. Travailler ensemble pour créer un environnement inclusif implique des initiatives telles que ce plaidoyer à l'endroit du secteur privé pour l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées du littoral. Handicap International, dans le cadre de la mise à l'échelle des acquis de ces projets, privilégie les plaidoyers. Voilà pourquoi nous accompagnons la présente activité de plaidoyer
à l'endroit des entreprises pour une plus grande ouverture de leurs portes aux travailleurs handicapés. Je voudrais vous demander, acteurs du secteur privé, vous qui êtes le poumon de toute économie, parce que le recruteur le plus important dans nos pays, ce n'est pas le public, c'est le privé. Je voudrais vous demander de donner les chances aux personnes handicapées pour vous prouver de quoi donc elles sont capables. Grâce à ce plaidoyer, l'espoir est ainsi donné à ces personnes de participer davantage au développement de la société. Et les travailleurs en situation de handicap ont des talents, de l'endurance et de la ténacité. Vous allez le voir d'ailleurs dans le reportage qui va suivre, des personnes handicapées auditives du Bénin qui arrivent à maîtriser l'anglais ou l'allemand au collège professionnel d'apprentissage des sourds-muets de Cotonou. La surdité n'est pas un frein à l'apprentissage des langues étrangères. Un cours dispensé en langue des signes, voilà comment ça se déroule. On fait le constat avec Rachad Moussa, Bénédicte Possou et Esther Amessiga. Un cours d'allemand chez les sourds-muets. La scène paraît incroyable, mais c'est bien vrai. Dans cette classe du collège professionnel d'apprentissage des sourds-muets de Cotonou, Grace dispense son cours d'allemand en langue des signes, une compétence développée en autodidactie. J'ai suivi une formation professionnelle dans l'enseignement à Port-Nouveau, à l'UNS. Là-bas, je n'ai pas appris la langue des signes. C'est lorsque je suis venue ici que je me suis adaptée à ça. C'était vraiment difficile au début parce que je ne comprenais pas la langue des signes. Donc j'appelais un élève qui parle de m'aider. Et au fur et à mesure, j'ai fait des recherches. L'exercice n'est pas des plus faciles, mais Grace s'y attelle depuis plusieurs années. La particularité de ce type d'enseignement réside dans son lot de difficultés, mais pas trop grand pour faire baisser la motivation de l'enseignante. Je m'appelle Sandra. Il aimerait ne pas s'arrêter en première, mais qu'il aimerait continuer à l'université. Nous manquons des signes appropriés pour expliquer certains cours grammaticaux. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas vraiment reçu une formation spécifique dans le domaine. Donc c'est vraiment un défi pour nous. On essaie de s'adapter à leur réalité, que l'État organise une formation spécifique dans le domaine pour nous les enseignants qui enseignent ici, que l'État fournisse des aides technologiques. En cette semaine internationale des sourds, l'heure est à la réflexion sur la défense des langues des signes, gage d'une société inclusive où la discrimination est un vague souvenir. Dans un tout autre registre à présent, la filière soja, à l'image de celle du coton, est en passe de devenir une référence internationale. C'est du moins la volonté de l'État béninois et des principaux acteurs des sous-secteurs concernés. Les travaux ont démarré depuis plusieurs mois en vue de la mise en place d'une interprofession. Les précisions avec Marcel Arossi et Simon Vignon. Parent pauvre du secteur agricole jusqu'à un passé non lointain, le soja aujourd'hui devient aussi prioritaire dans le programme de développement agricole du Bénin. Si la filière a pu s'imposer d'elle-même ces dernières années, elle a de beaux jours en perspective avec une réorganisation voulue par l'État central et bien accueillie par les acteurs. Cette organisation a démarré depuis les villages avec les sections villageoises. Nous sommes passés ensuite au niveau des communes à la mise en place des coopératives communales de producteurs de soja et nous avons pu évoluer jusqu'à la mise en place de l'union qui représente les producteurs de soja au niveau national. C'est au niveau de l'interprofession que nous allons régler un certain nombre de problèmes que nous vivons au Bénin. Je vais parler de problèmes de fixation des prix de ces matières premières. Nous ne sommes pas sans savoir quand le gouvernement fixe les prix. Certains ne reconnaissent même pas que c'est des prix planchers et on a plusieurs sortes d'interprétations et nous avons beaucoup d'intermédiaires qui profitent et intoxiquent même les producteurs et ça devient un problème. Mais lorsqu'on aura installé une interprofession, à l'instar de l'interprofession de la filière coton, ce n'est plus l'État qui va fixer les prix de ces matières. C'est entre acteurs, les producteurs d'un côté, les transformateurs de l'autre côté qui vont s'asseoir, qui vont discuter et fixer les prix de leurs produits.
et des fois avant même le démarrage de la campagne. Je suis producteur de soja. Avant de produire, je sais à combien je vais vendre mon produit. Et à ce niveau, ils auront les mêmes avantages que la filière, les producteurs de coton ont aujourd'hui et que les producteurs de ces filières-là envient. Au lendemain de la mise en place du Bureau national des producteurs de soja, les transformateurs réunis à la Chambre nationale d'agriculture ont pu dégager eux aussi leurs représentants au plan national. Le bureau, désormais dirigé par Hippolyte Leconon, est déjà prêt à créer l'interprofession avec les producteurs. Et c'est la période des étals à coloration rouge dans les marchés. On est dans la saison des tomates, une période où les maraîchers s'affairent dans les champs et les revendeuses ont beaucoup à vendre dans les marchés. Comment s'organise la vente de ce fruit rouge en cette période de récolte abondante et surtout, comment pallier les éventuels problèmes post-récolte? Éléments de réponse avec Saint-Tiche Quimpon et Igor Ayosso. Nous sommes ici, dans un champ de tomates situé à Sémé, à près de 26 km de Cotonou. Pour ces cultivatrices qui s'affairent, cette journée est de grande joie. Nous sommes des cultivatrices et actuellement sur ce site, on est en pleine cueillette de tomates. Elles récoltent de la tomate sur 5 hectares. Plus de 600 paniers de 50 kg sont déjà remplis de tomates. Pour le propriétaire du site, le nombre de fruits rouges espérés pour cette saison est important. Et pour la production de la tomate, nous avons embravé une superficie de 5 hectares. Nous attendons avant la fin de cette campagne plus de 300 tonnes. Quand les bonnes dames viennent chez nous, elles achètent 6 paniers d'environ 45 kg bien remplis et elles prennent ça pour 5 paniers. Seulement une fois dans les marchés, la joie de cette période de récolte peut vite virer à la désolation pour les revendeuses. C'est la récolte abondante de tomates. Après 3 mois de consommation, elle deviendra très chère encore. Celles-là viennent de chez nous, sinon avant s'approvisionnaient au Nigeria et le panier 30 à 50 000. Il y a quelques semaines en arrière, la tomate était rare et très chère, mais c'est la saison, elle est abondante jusqu'à même les clientes n'en veulent plus. Pour éviter une période de rareté ou de baisse de production de ce fruit, des mesures peuvent être prises. J'aurais voulu que nous ayons une industrie de transformation des tomates. Et cela va nous permettre de limiter le gaspillage. Cela va permettre également de conserver nos tomates. Des mesures qui peuvent permettre d'assurer aux populations une consommation continuelle de ce fruit rouge, car la tomate reste très prisée en cuisine. Elle est consommée crue dans des salades, écrasée dans des sauces ou même comme une orange après lavage. Et si vous devez accompagner votre sauce aux tomates avec du poisson, avez-vous déjà goûté les poissons d'Itasumba? Nous allons dans la commune d'Ifani, à plus de 65 km de Cotonou. Un périmètre piscicole produit plus de 5 millions d'alevins par mois et 5 tonnes de poissons marchands tous les 4 mois. Malheureusement, sur ce site piscicole se produit une hérésie. Seuls les commerçants nigérians s'accaparent à vil prix des produits piscicoles. Un manque à gagner que nous expliquent Firmin Bassao et Calvador Arouanou. Cette vaste étendue d'un paysage qui laisse entrevoir quelques habitations nigérianes. Derrière ce rideau verdoyant se cache une mine d'or, des étangs à perte de vue avec des poissons de différentes espèces. Autour de ce champ piscicole, c'est toute une industrie halieutique qui se développe. On fait les poissons tilapia et les abolis là qu'on appelle les catfish. Par mois, pour notre production, on fait pour les alevins là, jusqu'à 5 millions d'alevins ici. Pour les poissons marchands, dans 4 mois, 5 tonnes. Donc, quand j'ai découvert ici moi-même, mon souci était de tout faire pour amener les gouvernants à savoir qu'il y a quelque chose ici. J'ai été très heureux de savoir que le ministre actuel de l'Agriculture est passé ici. Et c'est lui qui a même baptisé cette zone, premier village piscicole du Bénin. Le site bénéficie de tous les atouts naturels pour atteindre des records de production halieutique. Une première, certes,
mais au prix de beaucoup d'efforts et de quelques difficultés que bravent les pisciculteurs. On ne trouve pas le marché pour les alevins et les grands poissons. Pour trouver le marché au Bénin, là, c'est difficile. Ça ne va pas. C'est les Nigérians qui viennent acheter les alevins et les gros poissons ici et qui vont jusqu'à Ibadan, un peu partout, jusqu'au Cameroun pour écouler cela. Mais la baisse actuelle du Naira, ça fait que lorsque nos acteurs ici disent le montant en CFA, quand ils convertissent, le Nigérien voit que c'est beaucoup d'argent. Ils sont découragés, mais ils sont là. Le périmètre piscicole d'Itasumba, un vrai enjeu économique pour la localité et par ricochet le Bénin. La réfection de la piste d'accès reste l'un des principaux défis pour sa revalorisation. Et on l'évoquait hier, cet appel à la paix lancé par la Fondation Malheroso suite aux dernières actualités dans le pays. Les membres ont organisé une conférence de presse pour faire passer leur message. Retour ici sur un extrait de leurs propos avec Exaucé Ayelodjou Amousso. Ce qui s'est passé, nous à la Fondation Malheroso, nous savons qu'il n'y aura jamais un coup d'État dans ce pays. Depuis, la fondation n'est pas née au temps du président Talon. La fondation était née depuis les années 2004. Tout ce qui se passe actuellement, je souhaiterais que l'on soit positif, que l'on soit calme, que l'on observe, que l'on ne précipite pas. Je pense qu'il paraît que on dirait que non. Alhamdulillah, 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 nous sommes encore là aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, comme l'a dit à l'époque à la conférence nationale Monseigneur de Souza, aucun pain de sang n'éclaboussera notre pays. Le président Talon, il ne s'est pas imposé pour être là. Non. Et tout le monde a tout fait pour qu'il ne vienne jamais là. Mais Dieu a dit, il sera là. C'est Dieu seul qui va décider de son départ. Dieu seul. Personne ne peut l'enlever si Dieu n'a pas écrit. Donc respectons l'ordre de Dieu. Allahumma malika al-mulk, tuti al-mulika, wa tu'izzu, wa tuzillu, biyadika al-khayru. Subhana rabbika. Nous affirmons notre soutien total au chef de l'État, M. Patrice Talon, et nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, de ne jamais accepter que cela arrive dans notre pays. Nous profitons de cette occasion pour appeler l'ensemble de la population à rester calme et à laisser la justice suivre son cours. La Fondation Malheroso n'a jamais condamné celui-ci ou celui-là. Il a prié pour que la paix règne dans tous les foyers et que Dieu bénisse le Bénin. Des sportifs peuvent-ils être faits chevaliers de l'ordre national? Sans doute très bientôt, la grande chancellerie du Bénin y pense. Elle convie les acteurs concernés à un atelier à Azové pour définir les modalités de mise en œuvre de l'ordre du mérite sportif au Bénin. Le détail avec Evariste Zomaron et Samirat Chabimane. 60% des maladies humaines existantes et 75% des maladies émergentes humaines sont d'origine animale. Des chiffres qui justifient l'engagement de ces vétérinaires qui tiennent aux enjeux de la santé publique. L'objectif des journées vétérinaires du Bénin est d'améliorer la visibilité du rôle essentiel joué par les vétérinaires pour réduire l'incidence des zoonoses. Au nombre des nouveaux ordres institués au Bénin, viendra bientôt s'ajouter celui du mérite sportif.
En instaurant cet ordre, nous souhaitons honorer ceux qui se distinguent par leur performance, leur dévouement et leur passion. Aujourd'hui, notre objectif est clair, c'est de valider ensemble les documents qui structureront l'ordre du mérite sportif. Nous allons examiner les critères d'attribution, les processus de nomination et les modalités de fonctionnement. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons bâtir une institution qui honorera nos champions et inspirera les générations futures. La grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin permet à l'État d'identifier et de récompenser ses citoyens les plus méritants pour les loyaux services rendus à la nation. Les travaux de l'atelier d'Azovet doivent garantir la crédibilité et l'efficacité du nouveau bébé qu'est l'Ordre du mérite sportif. Nous sommes ici pour que le travail qui sera fait demain en matière d'implémentation de l'ordre du mérite, que vous vous y retrouviez. Que ça ne soit pas une invention des administratifs de la grande chancellerie. Dans l'identification des participants à cet atelier, nous avons simplement pris en compte 3 grandes entités, le cabinet ministériel, le secrétariat général du ministère et puis les fédérations sportives les plus représentatives. Après les sportifs, les acteurs du monde scientifique, sans oublier les citoyens qui s'illustrent positivement dans le social, seront également consultés. Place à présent autour de l'actualité hors de nos frontières, marquée essentiellement par cet appel du pape au cessez-le-feu immédiat au Liban, où près d'1 million de personnes ont été déplacées par les frappes israéliennes. Les détails avec Saint-Tiche Quincon. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a commémoré ce dimanche le 83e anniversaire des massacres de Babi Yar, un ravin situé près de Kiev, où les nazis ont exécuté plus de 30 000 juifs en 1941. Babi Yar est un symbole terrifiant qui montre que les crimes les plus odieux sont commis lorsque le monde choisit d'ignorer, de rester silencieux, de rester indifférent et n'a pas la détermination de s'opposer au mal, a souligné le président ukrainien dans son message. Nous devons nous défendre contre le mal, a enchaîné le dirigeant ukrainien alors que son pays combat l'invasion russe à grande échelle. Depuis février 2022, un conflit qui a entraîné la mort de dizaines de milliers de soldats et le départ à l'étranger de plusieurs millions d'autres. Des centaines de personnes manifestent à Magam dans la région du Cachemire, en Inde, après la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, lors d'une frappe aérienne israélienne au Liban. L'Amérique et Israël diffusent une propagande selon laquelle ils ont tué un grand terroriste. Le pape François a exprimé ce dimanche depuis Bruxelles sa douleur devant l'élargissement du conflit au Proche-Orient et a demandé un cessez-le-feu immédiat au Liban. Le Liban est un message, mais en ce moment, c'est un message martyrisé et cette guerre a des effets dévastateurs sur la population, a-t-il poursuivi. Trop de personnes continuent de mourir jour après jour au Moyen-Orient. J'appelle toutes les parties à un cessez-le-feu immédiat au Liban, à Gaza, dans le reste de Palestine et en Israël, a-t-il ajouté, alors que l'armée israélienne a lancé des frappes massives visant de hauts responsables de Hezbollah et des sites d'armement du mouvement dans le sud du Liban et dans son fief à Beyrouth. Au moins 148 personnes sont mortes et 59 sont portées disparues au Népal à la suite des inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes, notamment dans la capitale Katmandou. Selon un nouveau bilan officiel annoncé ce dimanche, de grandes parties de l'Est et du centre du pays sont inondées depuis vendredi, tout comme des quartiers entiers
de Katmandou. Plus de 3000 personnes sont déployées pour participer aux opérations de sauvetage à l'aide d'hélicoptères, de bateaux à moteur. La vallée de Katmandou a enregistré 240 mm de pluie en 24 heures entre vendredi et samedi matin, a indiqué l'agence météorologique, qui a ajouté qu'il s'agit des précipitations les plus importantes relevées dans la capitale népalaise depuis au moins 1970. C'est tout pour ce journal qui se referme ici. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.